à tous et bienvenue sur Bassin People TV dans notre émission spéciale VIP. Alors aujourd'hui, je reçois un chanteur très populaire. Toutes les femmes rêvent d'avoir un enfant avec lui, mais on y reviendra plus tard. C'est monsieur, oui, un enfant de toi. C'est donc monsieur Phil Barnet, ça va Phil? Ouais, ça va très très bien. Bonjour à tous. Bon, c'est la première fois que tu viens sur le bassin d'Arcachon? Non, c'est pas la première fois. Non. Au cours de ces 27 dernières années, j'ai dû quand même en faire quelques-unes. Oui. Donc, je suis venu assez souvent, puis j'ai quelques potes ici. Voilà. Bon, tu connais un peu la région? Monteil, Bernard, qui est, Bernard, oui, qui bien est, sûr. qui est du côté de la ville du Pilat. Enfin, Il est pas loin, il est au j'ai pied. quelques potes, et puis Alain Orcave, tu connais aussi. Oui, oui, oui. Voilà, quelques amis, pas mal. Des artistes, et puis des gens qui sont partis, qu'on croise au fur et à mesure. C'est ce que je dis toujours chaque fois que, à force d'avoir voyagé, d'être venu en province et d'avoir tous les gens qu'on rencontre, tous ces visages, ça finit presque par être des cousins de province, des gens qu'on vient. Chaque fois qu'on vient, on les appelle, on leur dit voilà, je vais passer tel endroit. Et ils nous font l'amitié de venir, c'est assez sympa. Et tu les retrouves à ce moment-là, quand Voilà, tu passes dans exactement. la région. Alors la musique, ça remonte très loin pour toi. Oui, Je crois que tu as commencé à 8 ans voilà. et avec le violon. Et oui, parce que Enfant du violon. j'étais en Algérie à l'époque et mes parents trouvaient que ça faisait bien. Moi, je voulais apprendre à jouer de la guitare parce que j'étais à fond. On allait à Marseille en vacances chez mes grands-parents. Et chaque fois que je mettais la télé, je voyais les Beatles, je voyais Nino Ferrer, je voyais des émissions des Carpentiers et je me disais, c'est ça que je veux faire. Enfin, j'aimais vraiment ça. Donc j'aurais voulu apprendre la guitare. Ouais. En Algérie, il n'y avait pas franchement de prof de guitare, donc c'était le conservatoire. Et il fallait apprendre un instrument. Donc on m'a dit, le violon, c'est très bien, tu verras. C'était moins cher à acheter qu'un piano, Ouais, et plus facile à transporter. Donc voilà, donc j'ai fait quelques années de violon avec un professeur génial qui a dû partir, le pauvre, depuis. Il s'appelait Monsieur Samut et qui était un professeur qui avait comment dire, des nerfs très solides pour nous apprendre à jouer du violon. Tu étais un enfant difficile? Non, pas vraiment, mais c'est vrai que l'instrument est particulier. Et puis en Algérie, à cette époque-là, on ne peut pas dire que la musique classique soit extrêmement répandue. Mais ça m'a permis de jouer avec un orchestre symphonique arabe qu'on appelle le Malouf. Ouais. Et donc on avait participé. Le Malouf, en fait, c'est des chansons orientales, on va dire, mais avec une facture classique, quoi. Donc il y avait des cordes, il y avait des instruments traditionnels, mais aussi des instruments classiques. Et c'était mes premiers pas sur scène, quoi, on va dire. C'était avec le violon classique pour un orchestre oriental. C'était assez intéressant. Alors après, tu es rentré dans un groupe à l'école avec des potes à toi. Ouais, ça c'était bien après. C'est bien C'était, après. quand je suis arrivé, on est arrivé d'Afrique du Nord, on est arrivé directement dans le Val-de-Marne. Et quand je suis arrivé, ben voilà, donc j'avais les cheveux très très longs. Et je voulais jouer de la batterie, donc j'ai appris, je suis en autodidacte. Ouais. Et j'étais dans un groupe qui s'appelait, je crois, Terre-Neuve. Terre-Neuve, ouais. Voilà, avec des chevelus de 11 ans. Et voilà, on faisait des concerts au lycée. Et ça nous permettait de draguer les filles et tout, c'était vachement bien. C'est ça, quand tu es chanteur, Ouais, c'est mais j'étais pas beaucoup plus chanteur, facile, hein. j'étais batteur, mais Alors, ça marchait bien. alors le chant, c'est pas venu à ce moment-là. Non, moi je me suis aperçu en fait, pas dans ce groupe, mais après je me suis aperçu que je jouais de la batterie, mais je chantais mieux que le chanteur. Ah. Ils en avaient essayé plein et je me suis dit, c'est le moment, il va falloir que je m'incruste. Voilà, et après je faisais chant et percussion, ce qui me permettait d'être à l'avant-scène et de pouvoir. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire quelques mots, quelques chansons de mon travail perso, quoi. Ouais. Bon, c'était tout pourri, hein, je préfère même pas t'en parler. Non. Mais c'était, voilà, il faut bien démarrer, parce qu'avant que le style ou qu'on comprenne ce qu'on a envie de faire, ça prend du temps. Ben, voilà, donc, moi j'ai commencé tout doucement à écrire des petits textes inspirants à droite à gauche, de gens comme Véronique Sanson, mais j'écoutais plein de choses à cette époque-là. J'écoutais Deep Purple, Led Zepp, j'écoutais Sanson, j'écoutais tous les chanteurs français, les Julien Saint, les Delpech, tous ces trucs-là. Ça a été un peu mon berceau musical. Et puis en plus j'écoutais James Brown, Marvin Gaye. Ouais. Il y avait à la fois la black music de Californie. On en va plus tard, voilà. d'ailleurs. Le vrai départ, c'est ta rencontre avec Michel Salem? Ah oui, en fait, parce qu'en fait ça date de cette époque où j'ai commencé, voilà, c'était un pianiste monstrueux qui jouait et qui était à l'école avec moi, on se connaît donc depuis l'école. Et c'est quelqu'un qui savait jouer l'intro de Tonight, la chanson d'Elton John, qu'on jouait en spectacle à la fin de trimestre. Ouais. Et l'intro durait 3 jours et le seul pianiste qui j'ai arrivé à faire ça, je me suis dit, si un jour je fais de la musique, je voudrais que ce soit avec lui. Et donc voilà, les années ont passé, j'ai écrit Un enfant de toi, ça a cartonné. Et quand ça a marché super fort, j'ai appelé Michel, je lui ai dit viens, il faut qu'on fasse des chansons ensemble. Alors et on a fait 3 albums. Un enfant de toi, tu l'as fait avant la rencontre avec lui alors? Non, on est toujours restés ensemble, on a fait des cabarets, on jouait dans plein d'endroits, dès qu'on pouvait jouer, je l'appelais, j'ai fait des balles, j'ai fait le Club Med, j'ai fait plein de trucs, mais ça a toujours été mon ami puisqu'on habitait dans le truc. Et j'ai toujours eu énormément d'estime et de respect pour son travail, d'admiration en tant que lui, en tant que pianiste. Voilà, donc quand ça a marché, je m'étais toujours dit, ben, moi j'aime bien les familles musicales, et je me suis dit, bon Michel, tu viens, on va faire des chansons. Tu fais ta et il famille était super de content, travail. voilà. Il n'y avait pas que Michel Hansen, il y avait un autre garçon qui s'appelait Michael Dune, qui est le fils de Maurice Larchange, en fait, l'accordéoniste, qui est un sommité du musette et du jazz. Voilà, donc avec ces deux garçons,
On faisait moitié-moitié, j'écrivais les textes et eux ils faisaient les musiques avec moi, on coécrivait les musiques. Bon, ça a été une vraie équipe de travail pendant de nombreuses années. D'accord. Alors, un enfant de toi, c'était la consécration? Oui, j'avais déjà essayé de faire des chansons, des choses comme ça, mais Un enfant de toi, vraiment, ça a été un carton qui m'a dépassé parce que j'ai écrit ça en 10 minutes sur un coin de table dans ma cuisine. Je chantais ça à mes copines, tu vois, pas dans les alcôves, mais tu sais, sous couvert tu vois, voilà, du côté sympa. Tiens, écoute, j'ai fait une chanson, je vais te la jouer. Oh là là, c'est triste, mais pourquoi t'as écrit des chansons si Alors tristes que justement, ça? je vais te poser la question, pourquoi tu as écrit cette chanson? Mais j'en sais rien. C'est du vécu? Non, c'est pas du tout ça. Du tout. En fait, je vivais une histoire qui n'en finissait pas de finir avec une fiancée que j'aimais bien, quoi. Et je suis parti sur un délire, quoi. J'ai extrapolé l'histoire. Il y a des gens qui ont écrit Mon air d'aimer, il y en a d'autres qui ont fait. Voilà, moi j'ai un format de 3 minutes 50, j'ai écrit cette chanson, je suis allé au bout de l'histoire. Je sais pas comme pourquoi. ça, c'était venu comme ça. Et alors c'est marrant parce que tous les gens qui me connaissent savent que j'aime la black music, le funk, la musique américaine, enfin du moins le groove et tout ça. Et le jour où j'ai éclaté avec ce morceau, les gens sont venus voir, oh le pauvre, et tout, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, putain, c'est grave et tout. Tout le monde croyait que c'était une chanson autobiographique. Tu sortais une histoire un peu compliquée. Je pense qu'une chanson, enfin si ça avait été une histoire vécue, je pense que j'en aurais pas fait une chanson. Voilà. J'ai eu un petit garçon qui a 10 ans et demi aujourd'hui, mais pas du tout dans les mêmes circonstances, il est beau comme tout à l'école. Il me martyrise, mais c'est sympa, je préfère ça. Bon, mais tu pensais pas que ça marcherait comme ça cette chanson? Ah non, mais on se rend pas compte. Parce que tu en vendais, je crois à l'époque, 15 000 par jour. Ouais, c'est ça. C'est à peu près le virage ouest du stade Vélodrome à Marseille. On peut dire, je sais pas, le stade des Girondins. Là. Mais c'est vrai que ça représente énormément de gens. Et ça faisait drôle de penser que 15 000 personnes dans la journée allaient dépenser les sous de la porte-monnaie pour acheter un single. Et je savais que c'était multiplié par 4 ou 5 le nombre de gens qui allaient l'écouter une journée. Oui, c'est ça. Parce que je crois qu'on a vendu plus de 700 000. Hein. La première fois, c'était plus de 650 000 la première fois, dans la même année. Et c'est marrant parce qu'en 2002, j'ai refait un duo avec Marlène. Alors on va revenir. Mon histoire à moi, elle est toute mélangée. Mais c'est vrai que Marlène Duval, qui était dans le loft, m'a proposé, enfin c'est pas elle qui me l'a proposé, mais je sais qu'elle aimait bien les chansons. Et quand il y a eu cette idée de refaire un duo avec elle, on a fait Un enfant de toi, on en a vendu plus que la première fois. La première fois, j'étais 3e au top 50. J'ai jamais été plus haut parce que devant moi, je crois qu'il y avait Paradis avec Joe Taxi et Étienne avec, comment elle s'appelle, cette charmante chanteuse que j'aimais bien. Bref, ça va revenir. Guèche Paty. Il y avait Guèche et Vanessa qui étaient devant moi. Et par contre, quand on a fait le duo avec Marlène, on a été numéro 1 4 semaines, on a fait disque de platine, on a fait 4 mois de tournée. C'était assez marrant, Garde du corps, les Mercedes, les trucs de rigolade. Et moi j'étais mort de rire parce que j'avais déjà vécu ce truc-là. Et j'avais un peu de recul. Et en même temps, les gens me donnaient du monsieur, vous voyez. Et il y avait les fans habituels qui venaient avec tous les disques. Mais c'était vraiment charmant parce qu'il y avait deux générations qui se... Oui, alors justement, ta rencontre avec elle, c'était comment? Parce que c'est Génération Love Story, sortie de Love Story 2. Moi, pour te dire la vérité, c'est assez improbable comme rencontre. Je déteste ces émissions. C'est navrant. Je vois pas trop. Donc je regardais pas ça, je préparais mon album de l'époque. Et je reçois, parce que je promenais mon chien la nuit, j'avais un gros bosseron que je ne promenais que la nuit dans la forêt, parce que le reste du temps, c'était un peu compliqué. C'était un peu acariâtre, si tu veux. Et je reçois plein de textos me disant bravo la pub, super, t'as une femme dans le love, tout ça. Et je me suis dit, oh là là, ça va m'attirer une mauvaise image, j'étais un peu inquiète. Et en fait, Charlie Nestor m'a appelé, il m'a dit, faut que je te parle de quelqu'un, et puis machin, il va passer Marlène. Et moi, je voulais pas le faire. Et mon épouse, qui est attachée de presse, qui bossait beaucoup avec M6, elle m'a dit, de toute façon, ils vont faire quelque chose, ils le feront sans toi, c'est dommage. Essayons de rencontrer. Et moi, j'avais peur de tomber sur des gens show-off et tout. Et quand j'ai rencontré Marlène, j'ai trouvé que c'était quelqu'un de charmant, de sage, finalement, malgré tout ce qu'on peut dire, tout le folklore qu'il y a autour de ces gens-là, de tout ce qu'on met autour. Je trouvais que c'était quelqu'un de charmant, qui avait le bon cœur, qui était très respectueux. D'ailleurs, je ne me suis pas trompé parce que 4 mois de tournée avec elle, ça a été... bien passé. Ouais, c'était vraiment un vrai bonheur. Elle est drôle comme tout, elle était à l'heure. On est allé faire des choses vraiment à grande échelle. On a fait la finale de l'élection d'élite top modèle en Tunisie. Ah oui. Je veux dire, elle était malade, mais elle était là, présente, maquillée, super pro et tout. Vraiment, elle m'a impressionné. Je l'ai trouvée beaucoup plus pro que plein de chanteuses que je connais, je ne citerai pas bien évidemment, mais qui sont du métier et tout ça. Elle a été super. Et voilà, on est restés amis, on se voit toujours. Elle adore mon petit garçon, elle vient à la maison de temps en temps. Voilà, j'ai toujours de ses nouvelles de loin en loin, mais et puis c'est quelqu'un avec qui j'ai essayé de travailler après, de faire des chansons mais sur mesure, c'est possible. Pour essayer de, voilà, comme elle voulait chanter. Pour elle,
Voilà, Et ça alors, a marcheté, ça n'a pas vraiment marché. Je pense qu'M6 n'a pas vraiment fait le travail qu'il aurait dû faire. D'accord. Et bon, voilà, après... Et un projet de duo entre vous deux, un an? Non, c'était un Tu truc crois comme qu'en ça. surfant quand même sur ce... Parce que ça a été quand même c'était énorme, le nombre de ventes de disques. Eh ben, écoute, on a essayé, le producteur de l'album qui s'appelait C'est Promis, qui est sorti chez 13 bis à l'époque, il a voulu surfer sur ce succès et ça ne suffit pas. Il pensait que sans faire de promo, sans faire de clip, sans mettre un peu de moyens sur un album, il allait surfer sur le succès du duo, ce qui n'a pas été le cas. Un album, c'est... J'ai discuté une fois avec François Verdi, à qui j'avais demandé de m'écrire des textes. Ça s'est pas fait, mais j'avais eu le grand plaisir de lui parler. Elle m'a dit, vous savez, chaque album, pour chaque artiste, il faut recommencer à zéro pratiquement. Il n'y a rien d'acquis, quoi. Il faut tout remettre sur la table, tout recommencer. Alors peut-être pas pour des gens comme Charles Aznavour ou Johnny Hallyday, parce qu'on lui pardonne tout et puis parce que voilà, c'est un monument à part, quoi. Mais c'est vrai que c'est un métier, surtout aujourd'hui où la vente de disques est compliquée et tout. D'abord il faut aller sur scène, il faut jouer beaucoup, il faut se remettre en cause, il faut continuer à être productif, mais pas écrire pour écrire, il faut essayer de toujours faire mieux, au moins à ses yeux, essayer de se renouveler et de se dépasser un peu, c'est le challenge. En tout cas, tant qu'on a quelque chose à dire. On a vu un petit peu tout ton parcours, Phil, mais moi je voulais parler de quelque chose. Je sais que tu as fait un album avec Marvin Gaye, qui n'est jamais sorti. Comment c'est possible? Alors déjà, comment ça s'est passé ta rencontre avec lui? Comment ça s'est passé? En fait, je jouais avec des musiciens d'Igelin, de Champagne et Caviar. Il y avait le batteur en fait qui jouait, qui s'appelait Dominique Bouvier, qu'on appelait Bird à l'époque. Et voilà, il cherchait un chanteur. Moi, je jouais dans un orchestre de bal et le batteur m'a dit, il y a mon prof de batterie qui cherche un chanteur, il faut absolument que tu y ailles et tout ça, machin. Je suis sûr que ça va fonctionner. Effectivement, il a trouvé que j'étais un bon chanteur, on a fait des choses ensemble. Et c'était des chansons en français. Et en fait, on a voulu adapter les chansons en anglais avec la belle-mère de Jackson Browne, qui était un parolier extraordinaire américain. Ça a été adapté donc en anglais. Et ils sont partis à Londres pour essayer de trouver une production. Et c'est comme ça que par l'intermédiaire d'un musicien américain qui était à Londres à ce moment-là, il a dit voilà, je vais prendre le thé chez Marvin Gaye, est-ce que ça vous intéresse de venir? Donc ils sont allés voir, moi j'ai juste pas allé, parce que j'étais pas à Londres à ce moment-là. Et donc ils sont allés voir Marvin. Marvin a écouté les maquettes. Et comme il devait quitter la Motown, parce qu'il était fâché avec la Motown, il était en passe de signer avec Columbia à l'époque. Donc il a dit, ben voilà, il était un peu à la rue, on va dire. Il vivait à Ostende et tout, enfin, c'était un peu compliqué. Et il nous a dit, voilà, je veux bien être producer, c'est-à-dire réalisateur, venir réaliser les rythmiques à Paris avec vous. Et nous, on était méga fiers, t'imagines, c'est une légende. Donc on est allé le voir à Bruxelles, enfin pas à Bruxelles, à Ostende, on est allé le voir, là où il était basé chez un ancien sparring partner de Mohamed Ali, qui s'occupait de lui, qui était son chauffeur, son garde du corps, tout ça. Et donc il est venu au château d'Hérouville à Paris et on a enregistré pendant 3 semaines les rythmiques. Mais après c'était un peu compliqué, on avait des super musiciens, il y avait Basile qui jouait, il y avait Paganotti qui jouait à la basse. Basile Leroux que tout le monde connaît, et il y avait Claude Sanieri qui avait 19 ans à l'époque. Et Marvin a dit que c'était le plus grand batteur qu'il avait dû jouer à son âge et tout. Enfin, il y avait une bonne équipe de musiciens français. Donc voilà. Et en fait, après, ça a été un peu troublé au niveau de la production, parce que quand il est parti, il a signé chez Columbia, on était au Georges V quand il a signé. Le disque était signé. Lui, il était en train de signer avec Columbia. Et nous, on n'avait pas encore signé, notre album n'était pas complètement terminé. Et en fait, lui, il est parti faire son album. Donc nous, on a continué. Et il y a un single qui est sorti chez Barclay en 83. Qui a été mixé à New York au Studio 54 par Greg Bishop, je me rappelle. C'était sur un label de dance music qui s'appelait Salsoul Orchestra. Enfin bon, c'était toute une histoire très compliquée, mais l'album n'est jamais sorti. Mais j'ai gardé les rythmiques. C'est dingue parce que c'est mythique et pour moi c'est extraordinaire. Je me souviens de... Alors le château d'Hérouville, il faut dire que c'est sur la route de Dieppe, c'est après Pontoise. Et c'est un château où il y a toujours eu des musiciens qui appartenaient à Michel Magne, enfin tu vois, il y a plein de gens qui ont... Il n'y a que des musiciens qui ont vécu, Chopin et tout ça. Et c'est un château hanté en fait, il se passe plein de trucs, mais c'est vrai. Tu as vu des choses? Alors, j'ai pas vu des choses, on a vu des choses, c'est parce qu'on était... il se passait plein de trucs, c'est jamais négatif ou haineux, mais c'est toujours la démonstration d'une présence en fait. Il y a toujours eu des trucs, des bruits bizarres, un cendrier qui s'en va de la table, qui tombe par terre. Ah oui, quand même. Ouais, et puis bon... Ils entretiennent en plus cette légende parce que ça fait... il faut savoir que La Fièvre du Samedi Soir a été enregistrée là-bas. Elton John a enregistré un petit château là-bas. La Villiers a enregistré. Il y a Mitchell qui a enregistré aussi là-bas. Enfin, c'est vraiment un château extraordinaire. Et donc on a fait 3 semaines. Et j'ai des souvenirs de 3 semaines de travail avec Marvin. En survêt Adidas, je me rappelle. Et il avait des chaussettes et des tongs.
Je me suis dit, mais comment il fait pour mettre ces trucs-là, tu vois. Et voilà, et plein de fois, enfin, on avait une relation très respectueuse, il était vachement respectueux, c'est ce qui m'avait le plus frappé de cet homme qui est une légende extraordinaire, une légende vivante, et qui avait quand même du respect pour les musiciens avec qui je travaillais, et pour moi qui n'étais absolument rien, moi qui arrivais d'Algérie. Mon premier pas dans un studio, c'était un studio mythique aux côtés de Marvin Gaye, je me suis dit bon, je peux mourir après, c'est pas grave. Puis finalement je suis pas mort, et puis je prépare mon 8e album, donc voilà, c'est bien. On va essayer de s'accrocher encore un peu. Pour les artistes qui n'ont pas peur des fantômes, vous pouvez toujours aller enregistrer là-bas. Ouais, ouais. Moi je voulais parler un peu de cinéma avec toi, parce que tu as tourné avec Ariel Zetoun. Oui. Tu as fait un film. Oui, c'était à l'époque de Tour d'Ivoire, et je me rappelle on enregistrait rue des Martyrs, au studio Musica, et Ariel avait vu un clip qui lui avait bien plu, qui était extrait de l'album Tour d'Ivoire, qui s'appelait Il est parti, la chanson, et le clip lui avait vraiment plu. Et il cherchait des nouvelles têtes pour son film, il a demandé à une directrice de casting de se renseigner, il n'avait pas mon nom et tout. Et en fait, il est venu me voir au studio, on s'est parlé, tout ça, et je lui ai demandé de faire des essais, parce que je voulais pas qu'on me prenne juste parce que j'étais chanteur ou pas quoi. C'était pas son but hein, de toute façon. Ouais. Et il m'a filé un petit rôle dans ce film. Ouais. Et je jouais aux côtés de Michel Boujna, j'étais le fils de Roger Hanin. Il y avait Marie-Josée Nat, il y avait quelqu'un qui est devenu un immense producteur qui était le fils de Claude Berry, qui s'appelle... oui. Voilà, qui produit... Denis... je me rappelle pas, c'est affreux. Voilà. Pas grave. Voilà. C'est pas Langman? Oui, Thomas Langman. Thomas Langman, oui. Donc on va refaire cette séquence. Donc si tu veux, dans ce film, j'étais aux côtés de gens prestigieux. Il y avait Michel Boujna, j'étais le fils de Roger Hanin, il y avait Marie-Josée Nat, il y avait Thomas Langman qui est devenu un grandissime producteur qui a produit des choses magnifiques. Oui, et puis il y avait Jean Dujardin. Oui, là il n'est pas avec Jean Dujardin, mais il a produit ça, il a produit le film muet là. C'était vraiment extraordinaire. Et donc voilà, donc j'ai fait un tout petit rôle dans ce truc-là, mais ça m'a permis de voir comment ça se passait, parce qu'en fait c'était une saga sur une quarantaine d'années, ça se passait en Tunisie, et donc il y avait tout un effet de grimage, de vieillissement. Boujna avait pris, il fallait qu'il fasse genre 50 kilos de plus, donc il y avait un effet de grossissement, alors je te dis pas sous le soleil de la Tunisie, le pauvre, il devait transpirer et tout. Il devait avoir très chaud. Ouais, et c'était un rôle dramatique, mais c'était, pas le mien spécialement, moi c'était un rôle vraiment annexe, un tout petit rôle, mais c'était génial. Et alors ça t'a jamais donné envie de recommencer? Si, mais parce que c'est une bonne expérience et c'est bien passé. Et oui, et puis dans tous les clips, j'ai toujours essayé de raconter une histoire, surtout dans Il est parti, c'était un petit film quoi. Tu vois, le format 3 minutes 50, on essayait de raconter des choses. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu, mais bon, j'ai pas eu de proposition. Ah bah alors, voilà, tous les producteurs qui nous regardent, pensez à Phil, et pourquoi? Elle est vieille la chanteuse maintenant. Encore, attends, ouais, facile, au moins. Oh là là. Bon, en tout cas, voilà, avis sur le producteur de cinéma, si vous avez envie de... Voilà, pensez à Phil. D'utiliser une vieille chanteuse, c'est bon. Vous nous appelez et on transmettra, ou vous l'appelez directement. Il y a une anecdote qui s'est passée aussi dans ta carrière dont je voudrais parler. Je sais que tu as écrit un disque à la Rousseau qui n'est pas sorti. Oui, oh là là. Parce qu'apparemment, il y a eu un pataquès avec son oncle. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est un peu compliqué. En fait, on a fait un album. J'ai fait tous les textes de son album. Il y avait, je crois, 13 titres à peu près, ou 11 qui sont restés. Pour des raisons compliquées, l'album n'est pas sorti tout de suite. Entre-temps, elle a rencontré quelqu'un de qui elle est tombée amoureuse, visiblement. Et qu'il a un peu laissé tomber pour parce que c'est un serial lover, j'ai l'impression, le garçon. Il promettait le mariage à tout le monde, et la pauvre, elle y a cru, elle a été un peu triste, elle a arrêté ce truc-là. Bon, voilà, ça a dramatisé l'histoire, et donc après, elle est partie refaire un autre album avec d'autres gens, parce qu'elle s'est brouillée justement une fois de plus avec l'équipe de production dont son oncle faisait partie. Enfin bon, c'est une histoire un peu perso pour elle. Voilà, parce qu'elle n'arrive pas à remonter, hein, elle a essayé et pourtant plusieurs elle chante fois, bien, Laetitia, c'est une fille qui a du talent, voix, qui chante super bien et tout. Bon voilà, je lui souhaite que des bonnes choses, j'espère qu'elle arrivera à faire des choses, mais en tout cas pour moi ça a été un exercice de style assez important parce que il fallait écrire vite et trouver des thèmes assez variés sur des maquettes qu'elle me donnait avec un la 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 en anglais de cuisine plus ou moins, donc il fallait sur la rythmique qu'elle avait trouvée et sur la mélodie il fallait que j'écrive des trucs, donc ça m'a, moi je travaille comme ça mais c'était assez compliqué de faire un truc un peu swing, un peu groovy, avec des paroles françaises, le challenge était là, et surtout de projeter des émotions sur une fille, ce qui n'a pas été... Bon voilà, c'était un peu délicat. Et là je viens d'écrire un texte pour un chanteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Colonel Rayel. Ah oui. Voilà, ça s'appelle D'où je viens, c'est son nouveau single je crois, ou le prochain, j'en sais rien. Donc tu as fait les paroles. Voilà, j'ai fait le texte, il m'a demandé, je suis méga fier parce que je trouve que c'est quelqu'un de sympa et qui vient d'une autre famille musicale, il vient du dancehall, du ragamuffin, tout ça.
Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et que je trouve... Colonel qui a travaillé avec, sur le nouveau remix de Chris Anderson, Last Night, où tu fais une apparition dans le clip. Voilà, exactement. Bon, Exactement. alors je sais que là tu prépares un nouvel album au fil de l'eau. Alors cet album, est-ce qu'on peut en parler? On peut en parler, si tu veux, j'ai fait... ça fait 6 ans que je travaille dessus, j'ai fait 85 chansons à peu près. J'en ai gardé une quinzaine pour mettre sur l'album. Donc c'est marrant parce que chaque fois que tu finis une chanson, moi j'ai toujours l'impression que je ne saurais plus jamais en écrire une autre, que ça ne viendra jamais, que je ne pourrais pas. C'est comme le vélo, ça se perd pas. Non mais tu vois, c'est genre pendant 2-3 semaines, tu te dis putain c'est affreux, je vais jamais m'en sortir, c'était la dernière, c'est con, machin et tout. Et puis finalement, après les automatismes ou les déclics se remettent en marche. Voilà, donc j'ai 15 chansons originales. Voilà, donc on va en présenter 3 au prochain concert parce que j'ai décidé de... Oui, parce que tu fais un concert au Petit Journal Montparnasse à Paris, en le fait, 16 novembre. Le 13 novembre, c'est un mardi soir, le 13 novembre. Et en fait, je me suis dit, voilà, j'ai du mal à trouver un producteur, donc un financier qui appuie sur le bouton rouge, parce que tout est prêt, j'ai un studio chez moi, j'ai une super structure, j'ai des musiciens, j'ai l'équipe de promo, j'ai tout. Ce que je voudrais, c'est juste un petit peu d'huile dans les rouages pour pouvoir travailler dans un petit confort, parce que quand même les musiciens qui viennent, il faut qu'ils aient un peu de sous et qu'ils puissent payer leur loyer, comme tout le monde. Bien sûr. Voilà, et puis je me suis dit qu'il fallait que ça passe par l'internet et par la scène. Et alors j'ai commencé par la scène avec une super équipe. Il y a Philippe Chailleb qui est un super bassiste qui joue avec Billy Cobham entre autres, qui joue avec Vélix Sanson, qui a joué avec Laurent Girard, qui joue avec plein de gens. C'est un extraordinaire musicien. Il y a Eddie Malka au clavier, JB Corto à la basse, Stéphane Béraud à la batterie, non à la guitare pardon, et Géraldine Delacou au chœur. Voilà. Donc il y a une super équipe et on va commencer par le Petit Journal Montparnasse pour faire un concert à Paris. Et on espère convaincre un tourneur pour partir en tournée en live. Ah oui, et en espérant que tu reviendras sur le bassin d'Arcachon et sur Bordeaux, qu'on puisse te revoir. J'aimerais bien aller sur toutes les villes que je connais depuis longtemps et toutes ces villes dans lesquelles j'ai chanté sur bande ou des trucs comme ça. Je me dis ça serait bien de venir avec des musiciens dans une petite salle, faire des concerts à taille humaine où on peut vraiment être proche des gens. Et dans ce spectacle, on retrouve un peu tes anciennes chansons ou tu fais que le nouvel album? 90% sont les anciennes et je fais 3 nouvelles chansons du nouvel album qui s'appelle notamment Au fil de l'eau, Dans vos bras, et puis une 3e chanson. Voilà, ce sont des chansons que j'ai écrites pour cet album sur lesquelles je me suis beaucoup investi. J'espère que ça plaira aux gens. Parce que c'est. Alors Au fil de l'eau, on peut le trouver où? Alors sur toutes les plateformes. Nulle part pour l'instant. Nulle part pour l'instant. Voilà, j'espère pouvoir début 2013. Début 2013. Ça soit disponible et sur mon site à philbarnet.com. Il y a tous les Facebook, c'est moi qui communique avec les gens. C'est toi qui as c'est ton vrai Facebook? Voilà, c'est mon vrai Facebook. J'ai 3-4 pages fans et j'ai une page perso. Ouais. Voilà, c'est moi qui réponds. Bon, je vais te demander un ami alors. Voilà, n'hésite surtout pas. et puis voilà, on annonce les concerts, on annonce le spectacle et puis l'album sera disponible à ce moment-là et sur toutes les plateformes, j'espère début 2013. Donc début 2013, on pourra aller se procurer ton album sur internet. Voilà. Eh bien, en tout cas, nous, on souhaite que ton spectacle marche bien et qu'il s'étende un peu partout en France, qu'on ait le plaisir de te revoir très très vite chez nous. Absolument, et puis on peut dire que je suis venu aujourd'hui pour une association qui s'appelle Diasekunda. C'est une association caritative qui aide un village africain, un village du Sénégal, et qui leur permet à long terme de créer une usine d'incinération des ordures ménagères et pour l'instant d'aider les écoles à avoir un peu de matériel scolaire, c'est-à-dire des livres et de quoi travailler de la 3e à la seconde, de la seconde à la terminale, pardon. J'espère qu'on pourra les aider. Ils offrent aussi des gilets de sauvetage pour les pêcheurs qui pêchent en pirogue et qui sont souvent sujets aux caprices de la mer et qui, avec le truc, éviteraient les drames et les trucs comme ça, ils pourraient continuer à travailler et à élever leur famille. Voilà, donc si on peut les aider, c'est des gens qui sont ici. C'est une très bonne initiative de France qui s'occupe de cette association. Ou Bassin People Magazine et Bassin People TV, nous sommes aussi partenaires. Absolument. Donc on va te retrouver ce soir dans ton spectacle là-bas, où on retrouvera aussi Alain Lorca et d'autres artistes locaux. Voilà. En tout cas, nous, on remercie beaucoup Patrick et Francis de la Guérinière de nous avoir reçus au bord de leur belle piscine. Phil, je te remercie énormément et je te dis à très vite sur Bassin People TV. J'espère qu'on te revoit très bientôt et merci de nous avoir accordé de ton temps. À bientôt. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.